Bonjour, après avoir parlé de la notion d'autocorrélation spatiale dans la vidéo précédente, nous allons aujourd'hui aller plus loin en présentant l'analyse de l'autocorrélation spatiale locale. Le plan de notre présentation va revenir sur les points suivants. Tout d'abord, une définition de la notion d'autocorrélation spatiale locale, puis, dans un élément 2, nous détaillerons les outils de mesure de la dépendance spatiale locale. Dans un point 3, nous donnerons quelques enseignements sur les indices locaux d'association spatiale. Le point 4 proposera une illustration de cette analyse à partir de données de l'emploi industriel en France. Enfin, nous terminerons par quelques sources bibliographiques qui permettent d'approfondir la réflexion sur ce sujet. La statistique I de Moron constitue une mesure de l'autocorrélation spatiale globale, mais ne permet pas d'analyser la structure locale de cette dépendance. Dans l'étude d'un territoire donné, il est pourtant important d'identifier les unités spatiales qui contribuent davantage à l'autocorrélation spatiale globale, ainsi que celles qui divergent du processus global de la dépendance spatiale. De ce fait, on distingue entre la mesure de l'autocorrélation spatiale globale d'une variable dans un territoire donné et celle de l'autocorrélation locale dans chaque unité spatiale. Cette dernière correspond à l'intensité et à la significativité de la dépendance locale entre la valeur d'une variable dans une unité spatiale et les valeurs de cette même variable dans une unité spatiale environnante. L'étude de l'autocorrélation spatiale locale passe par une désagrégation des indices globaux d'autocorrélation, à l'instar de la statistique I de Moron ou de celle du J de Gittis et Hort. Une fois ce calcul effectué, ces nouveaux indicateurs locaux nous permettent de détecter les dépendances spatiales locales qui n'apparaissent pas dans l'analyse globale. Concernant les outils d'analyse de l'autocorrélation spatiale globale, on en dénombre deux, le diagramme de Moron et les indicateurs locaux d'association spatiale communément appelés les LISA. Nous commençons par présenter le diagramme de Moron, puis nous passerons à l'analyse ou aux statistiques du LISA. Le diagramme de Moron est structuré autour de 4 cadrans, correspondant à 4 schémas différents d'association spatiale. Les deux premiers cadrans indiquent un regroupement spatial de valeurs similaires et de ce fait signalent une autocorrélation spatiale positive. On a premièrement le cadran high en français O contenant les unités spatiales associées à une valeur élevée, entouré d'unités spatiales elles-mêmes associées à des valeurs élevées. Puis on a le cadran low en français bas qui contient les unités spatiales associées à une valeur faible, entourée d'unités spatiales elles-mêmes associées à des valeurs faibles. Et puis on a deux autres cadrans qui indiquent un regroupement spatial de valeurs dissemblables et sont par conséquent associés à une autocorrélation spatiale négative. Donc on a le cadran high-low, haut-bas, qui contient les unités spatiales associées à une valeur élevée, entourées d'unités spatiales elles-mêmes associées à des valeurs faibles. Puis on a le cadran low-high, bas-haut, qui contient les unités spatiales associées à une valeur faible, entourées d'unités spatiales elles-mêmes associées à des valeurs élevées. Les regroupements d'individus high, haut en français sont nommés des points chauds ou hotspots. Par opposition, on parle de cold spot ou point froid en présence des regroupements d'individus de type low. Les LISA ou les Local Indicator of Spatial Association sont le second outil pour mesurer la dépendance spatiale locale. Ces indicateurs locaux sont destinés à tester l'hypothèse de la distribution aléatoire en comparant les valeurs de chaque localisation spécifique avec les valeurs dans les localisations avoisinantes. Pour cela, une statistique LISA doit satisfaire deux propriétés. La première est qu'elle doit fournir pour chaque unité une indication sur le regroupement spatial significatif de valeurs similaires autour de cette unité. La seconde est que la somme des LISA associée à toutes les observations soit proportionnelle à l'indice global d'association spatiale. Dans la littérature sur la géographie économique, le LISA le plus couramment utilisé dans les travaux empiriques, c'est l'indice de Moron local. Les regroupements significatifs dégagés dans le cadre de cette méthode peuvent être représentés sous la forme d'une carte.
Cet aspect va être illustré dans notre exemple dans les diapos qui vont suivre. La lecture des indicateurs locaux est riche d'enseignements sur la structure spatiale des phénomènes géographiques. Nous traiterons dans ce qui va suivre trois de ces aspects. Premièrement, le rôle spécifique du voisinage sur les résultats. La définition du voisinage a un impact direct sur le niveau d'autocorrélation spatiale mesuré. En augmentant le nombre de voisins, la probabilité que leur moyenne se rapproche de la moyenne totale de la population augmente. Si leur moyenne se rapproche de la moyenne de l'échantillon, alors le niveau d'autocorrélation spatiale diminue. Autrement dit, plus le voisinage sera large ou important, plus l'autocorrélation spatiale risque d'être basse. On signale aussi que si l'autocorrélation spatiale globale diminue, les associations locales ne diminuent pas forcément. Notre deuxième enseignement est l'importance de l'agrégation dans le niveau d'autocorrélation spatiale. La variation du niveau d'analyse n'est pas sans conséquence sur la compréhension du phénomène étudié. Le changement d'échelle a une incidence sur l'autocorrélation spatiale et un lien direct avec un phénomène géographique plus large, le Modifiable Areal Unit Problem, ou MOUP. Ce dernier recouvre deux problèmes potentiels. Le premier, c'est l'effet d'échelle et le second, c'est l'effet de zonage. L'effet d'échelle insiste sur les variations que subissent les données lorsqu'on change de niveau d'observation. L'effet de zonage, quant à lui, souligne le rôle des formes des découpages territoriaux sur les résultats. Un indice global d'autocorrélation spatiale est la somme des indices locaux qui le composent. En effet, plus la maille étudiée est fine, plus on a de chances d'avoir des outliers, ce qui fera diminuer le niveau global d'autocorrélation spatiale. Inversement, plus on agrège les données, plus les valeurs extrêmes présentes localement sont absorbées par des mailles de taille supérieure où la tendance générale domine. Cela a pour effet de renforcer le niveau de dépendance spatiale globale. Enfin, le troisième et dernier enseignement abordé dans cette présentation est la dépendance de l'indice aux valeurs extrêmes. L'indice global de Moron est construit comme un coefficient de corrélation linéaire et souffre donc de la même fragilité concernant la force de dépendance aux valeurs extrêmes. Autrement dit, la valeur de l'indice global d'autocorrélation spatiale est plus influencée par la présence de valeurs extrêmes que par les valeurs voisines d'individus proches de la moyenne. La première figure de notre illustration est le diagramme de Moron. Celui-ci concerne la variation de l'emploi industriel au sein des zones d'emploi sur la période 2009 à 2015. On distingue sur notre diagramme nos quatre cadrans présentés dans les diapos précédentes. On peut citer à titre d'exemple le cadran High avec des zones d'emploi associées à une valeur élevée entourées de zones d'emploi avec des valeurs élevées aussi. On a aussi par exemple le cadran Low avec des zones d'emploi associées à une valeur faible entourées de zones d'emploi elles-mêmes associées à des valeurs faibles. La diapo 11 nous donne une illustration des LISA de la variation de l'emploi industriel au sein des zones d'emploi sur la période 2009-2015. Cette carte permet ainsi d'identifier la location et les formes de regroupement significatifs ou des clusters. On a en rouge sur la carte deux agglomérats de territoires d'industrie, un autour de la zone d'emploi de Rennes et un autre plus important au sud-ouest autour de la zone d'emploi de Toulouse. Ce sont des territoires qui partagent leur dynamisme avec les territoires alentours. Les territoires à l'est, en bleu sur la carte, présentent plutôt un regroupement de territoires en décroissance. On signale aussi 8 territoires à forte dynamique à côté des territoires à faible dynamique. Ils sont en rose sur la carte. On parle dans ce cas-là de territoires autocentrés. On a aussi 4 territoires qui croissent faiblement, qui contrastent avec leurs voisins. Ils sont en violet sur la carte. Ce sont des territoires avec des dynamiques inversées. Cela veut dire que la dynamique de l'emploi est plus faible que celle des territoires contigus. Pour terminer cette présentation, nous vous proposons 4 sources bibliographiques qui vous permettent d'aller plus loin pour approfondir ce sujet. Merci de votre attention.